Bonsoir. Trop d'impôts, trop de contraintes administratives, pourquoi quittent-ils la France et combien sont-ils exactement? Nous avons enquêté sur les vraies raisons qui poussent de plus en plus de Français à s'exiler en Belgique et en Angleterre. Un document exclusif ensuite sur la gestion de la crise au Mali. Du président de la République aux soldats sur le terrain, du ministre de la Défense aux stratèges militaires, de Paris à Bamako et Tombouctou, décryptage de la chaîne de commandement et de la communication en temps de guerre. Et enfin, un autre document rare sur la vie à Tombouctou, au Mali toujours, aux mains de groupes djihadistes. Pendant 9 mois, ils ont fait de cette ville le symbole de leur pouvoir. Flagellation, exécution publique, destruction de mausolées. Mais qui étaient-ils exactement ? Bonsoir, bonsoir à tous. Avec ce premier reportage, vous allez découvrir des visages, des profils de Français étonnants. Ils font partie de ceux qui ont choisi de quitter la France. Pas une semaine sans que la presse ne parle de ces chefs d'entreprise, jeunes créateurs ou même stars du cinéma qui choisissent l'exil pour fuir l'impôt, les taxes, nouvelles ou anciennes. Nous avons enquêté et tenté de mettre un visage sur ces personnes qui, hormis quelques cas très médiatiques, sont en général plutôt discrètes sur leur choix. Alors, combien sont-elles? Sommes-nous face à une progression spectaculaire des candidats au départ? Et quelles sont les vraies raisons de leur exil? C'est une enquête signée Arnaud Muller et Mathieu Régnier. Elle nous conduira en Belgique, en Angleterre, et c'est notre journaliste qui répondra aux questions de Guylaine sur ce plateau. C'est un phénomène nouveau sur le marché immobilier haut de gamme. Le long de grandes avenues parisiennes, à un rythme plus soutenu que d'habitude, des appartements se vident. Des résidences principales, souvent situées dans les plus beaux quartiers de la capitale et dans les communes des banlieues chics. C'est ce qu'ont observé les responsables de l'agence immobilière de luxe Féo. Jusque-là, il y avait pénurie sur ce type de biens. En termes de chiffre d'affaires, c'est pas une mauvaise nouvelle puisque ça nous permet de récupérer des biens. Son PDG, Charles-Marie Jotras, et l'une de ses salariées nous emmènent visiter l'un de ses appartements qu'il vend actuellement en exclusivité. Alors, on va vous faire découvrir un très bel appartement qui se trouve donc en rez-de-jardin. À une condition, le nom des propriétaires doit rester confidentiel. Une impressionnante galerie d'entrée qui ouvre sur une réception non moins impressionnante. Les raisons du départ de cette famille doivent aussi rester secrètes. Alors l'histoire de cet appartement est intéressante parce que donc, cet immeuble a été construit donc, au début du siècle dernier par le roi de Roumanie et c'était ici sa salle de bal. Donc cette hauteur sous plafond impressionnante. 2 jardins, 400 mètres carrés habitables sur 2 niveaux et au sous-sol, un spa et une salle de sport. Et en termes de prix, on peut avoir une idée ou c'est... Le propriétaire nous exige de nous une stricte confidentialité sur le prix. En ce moment, selon l'agence, pas loin d'un propriétaire sur 2 qui vend sa résidence principale le fait pour quitter la France. Effectivement, la montée du stock de très beaux produits vient en bonne partie de gens qui partent. Et pour quelles raisons ils partent? Ils partent, d'après ce que nous avons pu comprendre, pour des considérations essentiellement fiscales. L'exil fiscal. De plus en plus de Français franchiraient le pas. Londres, la Belgique, mais aussi Singapour, les États-Unis. Ils seraient de plus en plus nombreux à fuir la fiscalité française. Parmi ces Français qui quittent leur pays parce qu'ils estiment payer trop d'impôts, le comédien Gérard Depardieu. En décembre, il mettait en vente sa maison parisienne, cet hôtel particulier de 1800 mètres carrés, prix estimé 50 millions d'euros. Et il a demandé à l'agence Féo de lui trouver des acheteurs. Et alors dans le profil des gens qui partent, Gérard Depardieu, c'est quoi? C'est l'arbre qui cache la forêt ou c'est... Mais vous avez, c'est parfaitement ça. C'est l'arbre qui cache la forêt. On en parle beaucoup, mais bon, on parle pas beaucoup de nombreuses autres personnes qui partent. Le phénomène que l'on voit depuis maintenant 6 mois, on voit une typologie de gens qui partent complètement différente. Des gens beaucoup plus jeunes, beaucoup moins riches et beaucoup plus actifs. On voit les gens qui partent sont des actifs. Sont des investisseurs, sont des entrepreneurs. Bon, et on voit même beaucoup de gens qui sont en tout début de carrière et qui partent, qui ont des diplômes et qui partent pour engager leur vie professionnelle à l'étranger.
Qui sont ces exilés fiscaux? Combien sont-ils? Et pour quelles raisons ont-ils décidé de claquer la porte de leur pays? Entre la Belgique et Londres, nous avons tenté d'aller à leur rencontre. Nous cherchons des exilés fiscaux français. La France a-t-elle les moyens de les retenir, de gré ou de force? Notre voyage sur le chemin de l'exil commence dans le nord de la France, dans la banlieue de Lille. Nous sommes dans la voiture d'un agent immobilier français. Ici, c'est la route de l'exil frontalier, l'exil proche. Charles Bally possède une agence immobilière installée à Lille. La spécialité de cet entrepreneur, trouver des terrains, des propriétés pour des Français qui souhaitent s'exiler à 30 km de la métropole du Nord. Ouais, alors là, nous avons passé la frontière. On arrive à la frontière. Il est 11h25. Nous avons mis exactement 15 minutes. Et nous allons prendre la sortie ici de Templeuve, Néchin. C'est en passant cette frontière belge qu'il réalise ses plus belles opérations. Une route qu'il parcourt quasi quotidiennement. En ce moment, on a une demande tous les jours. On a tous les jours des appels. De Français qui souhaitent s'installer en Belgique. De Français qui souhaitent s'installer en Belgique. On a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'exil fiscal. Parce qu'ils ont des projets financiers, de succession, de revente d'entreprise. Et la fiscalité belge étant intéressante. Des droits de succession beaucoup moins onéreux. Pas d'impôt sur la fortune, ni sur les plus-values. À en croire Charles Bally, jamais les Français n'ont été aussi intéressés par cette fiscalité belge si attractive. Lui a ouvert 2 agences dans la région. Nous arrivons dans la petite commune, autrefois paisible et discrète, de Néchin. Une ville en apparence très ordinaire, et pourtant. Donc là, nous sommes rue de la Reine Astrid. Ouais, alors ça, des maisons, des belles maisons, des très belles maisons, assez cachées, assez... Vous voyez, voilà. Derrière ces portails, ces jolies maisons appartiennent toutes à de grandes fortunes françaises. Et puis, il y a désormais celui qui est dans tous les esprits. Il paraîtrait que Depardieu aurait acheté ici, voilà, cette propriété. Le comédien aurait acquis une maison dans cette rue en décembre dernier. Mais le voisinage ne l'a pas vu ces derniers temps. Pas très loin, un soixantenaire, une jolie voiture. Nous tentons une approche en caméra discrète. Ici, c'est tout le contraire de la France. Les Belges ne sont pas en vue. En Belgique, ils vous disent bravo. En France, on vous raye votre bagnole. Tout tour, on vous casse les antennes et on vient vous cambrioler. Ici, on vous fout la paix. Et si on est bien protégé comme je le suis, c'est des caméras partout ici, je suis blindé. C'est un Français, cadre d'entreprise, visiblement heureux d'avoir quitté son pays il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qui est avantageux en Belgique? C'est l'ISF pour celui qui en paye, il n'y en a plus. C'est-à-dire que avant vous la payiez en France, maintenant vous la payez plus. Oui, ça paye plus. Mais j'ai plus de biens en France, donc j'ai pas de raison, même si je retournais en France, j'ai pas de raison de payer l'ISF. Vous avez... Tout votre patrimoine est ici maintenant? Ah oui. Quand on vient en Belgique, il faut jouer le jeu. Mes voitures sont en plaque belge, je paye mes impôts, et puis voilà. Vous avez bien compris. Le principe, pour ne pas payer l'impôt sur la fortune en France, c'est de rapatrier l'ensemble de ses biens immobiliers ou autres en Belgique. Mais vous ne trouvez pas, sincèrement, par rapport à la dette de la France, que finalement, si tous les gens fortunés faisaient comme vous, ce serait une catastrophe pour les finances de l'État? Ils arrêtent de faire des conneries. Ils font exprès de faire partir tous les gens. Quand il n'y en aura plus, ils sont tranquilles. Il faut arrêter. Aller taxer les gens à 75% en dessous d'1 million. Bon, pour être heureux, ils vont cacher. Bon après-midi. C'est un peu la devise locale. Le bonheur se cache. Au revoir. Hein. Cet exilé appartient à cette vague d'immigration qui est née il y a 25 ans, lors de la création de l'impôt sur la grande fortune. Mais aujourd'hui, le profil de ceux qui partent a changé. Autour de Néchin, dans cette zone frontalière, des entreprises fleurissent, des maisons se construisent depuis quelques mois. C'est une maison dont on s'est occupé de la vente de cette maison dernièrement. Cette maison, neuve, a été acquise en novembre dernier par un Français, un chef d'entreprise du Nord. Un peu plus loin, Charles nous emmène sur les terres récemment acquises par Alex Scotté,
un jeune chef d'entreprise français. S'il a passé la frontière, c'est d'abord pour réaliser une belle affaire immobilière. Il a racheté cette ancienne discothèque, 300 mètres carrés habitables. Elle lui coûtera 500 000 €. Elle va devenir sa résidence principale. Il va devenir un petit bijou. À 500 mètres d'ici, de l'autre côté de la frontière, Alex dirige une société d'audiovisuel avec 6 salariés. Et il juge le coût du travail en France trop élevé. Mais aujourd'hui, quand on voit ce que représentent les charges, j'ai un très bon exemple. La société a fait une belle année. J'ai décidé de mettre une prime à tous mes salariés. J'ai mis une prime à tous mes salariés, mais mes charges sont parties d'un coup juste parce que j'ai rajouté 1 500 € net à chacun, quoi. Alex ne compte pas délocaliser. En tout cas, pas pour l'instant. Sa société va rester en France. Le plus important pour lui, c'est de devenir résident fiscal belge. Pour tirer profit de ce statut à un moment précis, le jour où il revendra sa société. Et ça, c'est Charles qui nous l'explique. Si demain, son entreprise, il crée de l'emploi et embauche du monde à son compte depuis une dizaine d'années, il a 31 ans, donc il a monté sa boîte à 21 ans, depuis 10 ans, il crée de l'emploi. Si demain il revend son entreprise, il n'aura pas ce matraquage fiscal qu'on aurait eu en France. Si vous revendez votre entreprise, il n'y a pas de... Voilà. En fait, si on revend quand on est... pas d'impôt sur la plus-value. Voilà, exactement. C'est tout l'intérêt de la Belgique pour ces chefs d'entreprise français. Même si leur société reste en France, à la revente, c'est le droit fiscal de leur lieu de résidence qui s'applique. Et en Belgique, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, c'est-à-dire sur les bénéfices de la vente d'une société. Alors qu'en France, il peut parfois grimper jusqu'à 60%. C'est ce qui motive la plupart de ces jeunes actifs à franchir le pas. Et ces départs ne concernent pas uniquement cette zone frontalière. Nous arrivons à Bruxelles, ou plutôt Ixelles, l'une des 19 communes qui composent la capitale belge. À la mairie de la ville, il y a eu à la fin de l'année dernière une agitation pas ordinaire. Beaucoup de Français ont appelé pour s'inscrire et être résidents de la commune. C'est le maire adjoint d'Ixelles, Yves de Jong, qui est chargé de leur accueil. Au mois de décembre, c'était l'affolement général parce que les gens, évidemment, doivent être inscrits avant le 31 décembre pour bénéficier d'une année fiscale complète. Et, donc ça n'a pas arrêté de sonner de gens qui voulaient avoir un piston ou l'autre, mais ça nous ne faisons jamais. Il y a ce qu'on appelle un registre d'accueil et donc vous arrivez, vous téléphonez, vous prenez rendez-vous. Des Français qui se précipitent pour que leur feuille d'impôt soit belge dès 2013. La ville est un peu en train de devenir le Neuilly-sur-Seine français. Il y a combien d'habitants ici à Ixelles? 83 000. Et combien de Français? 11 000. Pas mal, hein? En fait, la hausse est régulière. Le nombre de Français a doublé en 10 ans. Ceux qui s'installent ici sont des chefs d'entreprise de grands groupes industriels. Ce sont aussi des personnes plutôt âgées qui s'apprêtent à léguer une partie de leur patrimoine à leurs enfants. Et voici les immeubles cossus qu'ils habitent en bordure d'un étang. Le plus beau quartier de la capitale. En parfait VRP de sa ville, Yves de Jong est ravi de cette immigration française. Il souhaite même accélérer le mouvement. C'est vrai, on essaye de tout faire pour qu'ils soient heureux ici, pour les accueillir. Ce sont des gens fantastiques, vous vous rendez compte? Les Français qui viennent ici, ils sont toujours contents. Ils parlent la même langue que nous. Ils sont intégrés du jour au lendemain. Ils dépensent leur argent et ils font vivre les Belges qui sont ici. Que rêver de mieux? Mais que rêver de mieux? Les autorités belges ne s'en cachent plus. Elles déploient le tapis rouge pour nos exilés français. Pour mieux comprendre les avantages qu'offre la Belgique, nous allons chez l'un des principaux avocats fiscalistes de la ville. Maître Kaiser conseille les candidats au départ. Et pour les pousser à franchir le pas, il commence toujours par cette séance de table noire très incitative. Pour s'exiler fiscalement, par exemple, expliquez-nous. L'exil n'est jamais purement fiscal. L'exil, il est toujours d'abord un exil pour des raisons soit psychologiques, ras-le-bol d'un pays où je suis considéré comme un voleur, soit pour des raisons économiques. Je veux développer mon business. Ouais. Et puis je vais aller dans un pays, on va dire Belgique, on va dire Royaume-Uni. En France, j'ai un ISF. On dit, au plus je travaille, au plus je crée de l'emploi, au plus je crée de la richesse, au plus je suis frustré. Ici, je n'en ai pas, là, je n'en ai pas.
Ici, je travaille pendant 40 ans dans mon entreprise, je la vends, j'ai un impôt qui, sauf erreur de ma part, dorénavant, va être de 60%. Belgique, 0%. Ici, je crois, 0 à 20%. Puis, si mon activité marche bien, je veux tirer du profit de cette société que j'ai créée. Ici, mes dividendes, dorénavant, sont soumis également à un impôt de 60%. En Belgique, 25%. Le taux moyen dans l'Union européenne est de 25-28%. 60%, c'est le taux maximum d'imposition en France, mais il n'empêche. Au cœur de l'Europe, la compétition fiscale est féroce. La Belgique, mais aussi de plus en plus Londres, apparaissent comme des Eldorados fiscaux. Nous rentrons à Paris. Après un mois d'enquête, un Français a finalement accepté que nous le suivions dans son exil. Sébastien Mébarki est un jeune patron d'une entreprise parisienne. À 30 ans, il dirige une société de nettoyage. Il salarie près de 200 femmes de ménage qui travaillent dans des grands hôtels de la capitale. Il gagne près de 100 000 € par an. Sa société se porte plutôt bien. Mais son cauchemar, c'est quand Thomas, son directeur général, lui apporte ce courrier. Le nerf de la gare. Par où commencer? Ils sont pour lui toujours porteurs de mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est ce qui me ramène tous les jours, tous les matins. Alors ça... Tu te demandes tes sous. D'accord, voilà. C'est qui ça? D'accord, AG2R. Des cotisations sociales et patronales qui augmentent légèrement en ce moment. C'est la goutte d'eau. Qu'est-ce que vous reprochez à la France? D'avoir une administration trop lourde et d'avoir des charges beaucoup trop importantes. Voilà. Des charges qui sont réellement trop importantes par rapport à aujourd'hui, ce qu'on peut dégager en termes de salaire, ce qu'on peut avoir en termes de chiffre d'affaires. Quand je m'aperçois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, de plus en plus, souffrent, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a vraiment un réel problème. En 2001, Sébastien a installé son entreprise dans le Val d'Oise, dans une zone franche. Il a ainsi bénéficié d'exonérations d'impôts et d'allègements de charges sociales. Moi, j'y vais. Mais aujourd'hui, le jeune patron n'a plus envie d'entreprendre en France. Tu m'appelles des tarifs. Il a revendu ses participations et s'apprête à rejoindre Londres, où avec cet argent, il est en train de créer une nouvelle entreprise. Il part avec une certaine amertume, le sentiment que pour sortir de la crise, c'est encore vers les entrepreneurs que l'actuel gouvernement se tourne. Moi, ce que je reproche aussi au gouvernement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils veulent augmenter les impôts sur les sociétés pour, entre guillemets, ce qu'ils disent, s'en sortir de la crise. Voilà. Pour eux, aujourd'hui, on va sortir comment de la crise? Sortant de la crise, c'est de prendre sur les sociétés. Voilà. C'est ça aujourd'hui, ce qui va se passer en France. Et moi, je trouve qu'il est hors de question que moi, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, que je travaille pour l'État. Voilà. Moi, je travaille pas pour l'État. Bienvenue à Londres. C'est son 10e séjour londonien. Sébastien Mébarki vient cette fois pour trouver un appartement. C'est la première étape de sa nouvelle vie. Bonjour quand même. Bonjour quand même. Doucement, Didier, doucement. Pour l'aider, celui qui a fait de l'exil sa profession. Didier Delmer, conseiller juridique et financier. C'est quoi votre métier, vous, ici à Londres? Mon métier, Business Booster, j'ai ouvert ça en 2009, parce que j'ai quitté la France en 2009, je suis arrivé ici en janvier 2009 à Londres, et j'ai vu que Londres était un peu compliqué pour s'installer, et j'ai dit, je vais en faire mon business. Voilà. Au début, je m'axe exclusivement sur des entrepreneurs et des cadres supérieurs. Parce qu'il y a plein de gens qui font les étudiants, etc. Donc je ne fais pas ce marché-là, c'est exclusivement entrepreneur à 99%. Didier Delmer a déjà ouvert un compte en banque pour Sébastien. Mais l'urgence, c'est bien maintenant de lui trouver un logement. We're going to 269 High Street, Stratford. Ils ont plusieurs visites prévues, toutes dans la banlieue de Londres, à 1 heure du centre. Sébastien doit donner au plus vite une adresse au fisc anglais. Dès qu'on habite 6 mois et 2 jours en Grande-Bretagne, on est assujetti à l'impôt anglais. Point. Voilà, c'est de la concurrence fiscale entre pays, c'est tout. Comme en Belgique, Londres bichonne ses exilés. Incitation fiscale, aide à la création d'entreprises. Dans le taxi, un autre client français de Didier Delmer, plus âgé,
lui aussi cherche un nouveau domicile. Et dans cette voiture, vous avez un second client dont on taira le nom, puisque vous ne souhaitez pas témoigner à visage découvert. On va l'appeler Louis pour la circonstance. Et vous êtes, vous, dans la même situation que Sébastien, c'est-à-dire que vous souhaitez quitter la France et vous cherchez un appartement et... Voilà, exactement. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à vous exiler ici, à Londres? Les facilités entrepreneuriales. Il n'y a pas cette lenteur, cette lourdeur, je ne vais pas dire administrative, mais on sent que les choses sont beaucoup plus rapides et faciles. Et pour la fiscalité également, c'est ce qui... Et la fiscalité également, voilà. C'est autour du stade olympique que Didier Delmer a repéré plusieurs appartements. Le quartier est fait de bureaux, il est plutôt sans âme. La visite, c'est dans cet immeuble, tout neuf. Ok, donc c'est vide, mais si jamais l'un des deux veut le prendre, vous dites les meubles que vous voulez et vous le mettez sur mesure, c'est le prix compris dans le prix. How much is this one? 1000. Ça c'est celui à 1000. Didier? C'est celui qui? À 1000. Didier? 1000 livres, soit 1200 € pour ce 60 mètres carrés, plutôt sombre. La surface est bonne, mais par contre, on étouffe. Il n'y a pas de luminosité, on a l'impression d'être dans une cave. Donc là, on est dans du... 2 étages plus haut, un autre appartement plus grand, plus lumineux, mais forcément beaucoup plus cher. Ah, là, j'aime beaucoup. Là, c'est pas mal. Ah oui. 1500? Ouais. 2 chambres, 70 mètres carrés, pour 1750 € par mois. Bel appartement. Yeah. Air conditionné. Là, ouais, on est vraiment dans le haut de gamme. Quel est votre budget, Sébastien? Vous pouvez mettre combien? 1000 livres, c'est bien. 1000 livres, c'est grosso modo, on peut loger pour 1000 livres par mois dans Londres. Pas encore dans le centre de Londres, mais dans Londres. Voilà. Là, quand on voit une superficie pareille, ça fait rêver. Mais bon, après, les budgets, c'est sûr, là, on est au-dessus des budgets. L'un trop cher, l'autre trop sombre. S'installer à Londres n'est pas gagné. Ce soir, Sébastien dormira à l'hôtel. Le lendemain, c'est une journée importante. Nous sommes chez Didier Delmer, dans sa maison qui fait office de bureau. Ça, tu le donneras. Sébastien vient de recevoir les papiers qui officialisent la création de sa nouvelle société, l'équivalent de notre cabis. Ça, c'est quoi, ça, Didier? Alors, ça, c'est le cabis. C'est l'acte administratif qui c'est le cabis. Officialise la voilà, création de la société. Que j'ai eu en 19 minutes. Des démarches rapides et simplifiées par Internet, sans contact avec l'administration. Voilà. Ça vous fait quoi, là, de voir cette société, là? Ça... Un grand bien, un grand soulagement. Donc je vais redémarrer. C'est quoi cette société? Je vais faire de la location saisonnière. Donc spécialiste de la location d'appartements de courte durée. C'est-à-dire que je vais permettre en fait aux clients qui n'ont plus les moyens d'aller dans les hôtels de louer des appartements dans les plus grandes capitales. Et pour monter cette société, Sébastien a investi la totalité de l'argent qu'il a gagné en France avec sa première entreprise. Vous avez mis combien dans ce projet, Sébastien? Question indiscrète. Oh, faut pas avoir peur du jeu. Ça, c'est bien français, avoir peur de parler de l'argent. Vous avez mis combien à peu près? Didier le sait. Au total, son projet, il va mettre 500 000 €. Ouais. D'accord. C'est les dividendes, en fait, les dividendes que je récupère de la société actuelle. Les parts que vous avez revendus. Les parts, voilà, tout à fait. Vous les réinvestissez totalement ici. Ces 500 000 € quitteront la France sans être taxés. C'est légal. C'est la libre circulation des capitaux prévue par l'Europe. Et vous, ces 500 000 €, effectivement, ça vous permet de ne pas payer d'impôts dessus, c'est-à-dire de les réinvestir totalement ici à Londres. Tout à fait. Ça, c'est le courrier d'une journée. Didier Delmer a délocalisé 187 Français en 2012, contre 35 l'année précédente. Son entreprise, lancée en 2009, se porte bien. Les coups de fil sont parfois surprenants. Écoutez celui-ci. C'est un hôtelier français. Il dit avoir été payé en liquide. Je viens de racheter l'hôtel. Ouais. Je fais une réelle prestation depuis 8 ans. Tous les lundis soirs, l'hôtel est complet. D'accord? Il y a 120 personnes, 120 Russes qui sont hébergés à l'hôtel. Il y a des petits déjeuners qui sont faits. Il y a une réelle prestation, monsieur. D'accord. Et vous facturez ça de... Cette prestation, simplement, elle est payée en liquide.
D'accord. On a cette extrême chance de l'avoir en liquide. Avec un origine, Il dit effectuer de réelles prestations. Il souhaite obtenir des conseils afin d'échapper au fisc français. Mais Didier Delmer a de sérieux doutes. Ouais, enfin, oui, non, mais je comprends. Mais monsieur, je ne prendrai pas votre dossier. Pour des raisons que je me réserve, je ne prendrai pas votre dossier. Vous m'avez expliqué que vous faisiez machine à laver, qui veut dire blanchiment d'argent. Non, c'est pas moi qui fais machine à laver. Moi, j'ai une prestation. Vous êtes dur de folle, quoi. Oui, non, mais monsieur, je vous remercie de garder un minimum de respect. Eh ben, mais voilà, on fait court à la communication, je pense que ça sert à rien. Oui, au revoir, monsieur. Oui, donc parfois vous avez des coups de fil un peu... Ouais, enfin c'est rare, ça sert là. Ouais. Il y a des gens, il y a des Français qui ouvrent des LTD chez les concurrents. Des LTD, ce sont des sociétés. Ouais, des limited, des SARL anglaises basées ici. Donc dans ce qu'on appelle dans notre jargon une boîte à chaussures, donc une domiciliation, et qui facture les clients français depuis l'Angleterre, ils facturent des prestations faites en France, ils encaissent en Angleterre. Pour ne pas payer d'impôts. Pour ne pas payer d'impôts ou pour en payer moins, enfin bref. Et ça, c'est limite. C'est totalement illégal. Voilà. Et ça se pratique. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Français qui pratiquent ça. Ah oui, il y a beaucoup de Français qui pratiquent ça, oui. Okay. Parfois, entre l'exil fiscal légal et la fraude fiscale, la frontière est mince. Nos séjours belges et londoniens se terminent avec beaucoup d'interrogations. Comment, au cœur de l'Europe, peut-il se jouer une telle compétition fiscale entre États ? Et combien sont-ils réellement à partir? C'est sur ce dossier que travaille actuellement le député socialiste Yann Gallu. Bonjour M. Gallu. Bonjour. C'est vous qui cherchez l'exilé fiscal? Voilà. Vous le traquez? L'élu s'est fait connaître en proposant de déchoir de leur nationalité les exilés fiscaux français. Il est aujourd'hui à la tête d'une commission d'enquête parlementaire. Depuis le début du mois de janvier, chaque mercredi, il auditionne des fiscalistes, des exilés, des responsables politiques, belges et britanniques. Il est en colère. On est dans une situation où on va demander à chacun d'entre nous, nous qui vivons en France, eh bien, de contribuer à la solidarité nationale. Donc à partir de là, comment on peut accepter que des gens qui sont français, que des gens qui ont bénéficié de nos écoles, de notre culture, de nos hôpitaux, eh bien, échappent à la solidarité nationale parce qu'ils en ont les moyens. Donc on va s'attaquer à ça. L'élu connaît bien le cas de ces entrepreneurs français qui sortent leurs bénéfices de notre pays pour le réinvestir dans des sociétés londoniennes. Cette démarche, tout à fait légale, il veut y mettre fin. Il n'est pas normal que l'on procède comme ça. Ça, c'est de l'optimisation fiscale, de la concurrence fiscale entre les pays. Et ça peut être apparenté, au moins moralement, actuellement, à une sorte de fraude fiscale. Enchanté. Ce mercredi, le député voudrait connaître le nombre réel d'exilés fiscaux. Ce chiffre est devenu un enjeu. Les organisations patronales parlent d'un phénomène massif et inquiétant. Il est un argument pour dénoncer la politique fiscale de l'actuelle majorité. Alors le député s'apprête à auditionner le directeur de cabinet adjoint du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Est-ce que c'est un phénomène qui, à Bercy, inquiète, interroge Écoutez, il faut déjà mesurer la réalité éventuelle de ce mouvement. On travaille sur les statistiques et on regarde ce qu'on est en capacité d'apprécier objectivement. À ce stade, objectivement, on n'a pas d'éléments nous permettant de parler d'un exil massif. Les cas qui ont toujours existé, on suit à travers les recettes de l'ISF ce genre de phénomène. Il n'y a rien qui aujourd'hui nous permet d'affirmer qu'il y a un exil fiscal particulier. Il y a beaucoup de fiscalistes à Londres Selon ce haut fonctionnaire, les départs ne seraient pas significatifs. Son audition avec le député se déroulera à huis clos. Le ministère de l'économie minimise-t-il le nombre d'exilés fiscaux? 4 jours plus tard, nous retrouvons Yann Gallu à la gare du Nord. Il est en partance pour Bruxelles, où il poursuit ses auditions. Je prends un café. Yann Gallu a-t-il enfin obtenu de Bercy davantage de précision sur ce fameux chiffre? Alors on a surtout appris que le ministère est dans une vraie difficulté. Depuis que le gouvernement précédent de Nicolas Sarkozy a supprimé les instruments qui permettaient de savoir très exactement combien d'exilés fiscaux quittaient la France. C'est-à-dire qu'avant, quand quelqu'un quittait fiscalement la France, il devait se déclarer auprès de Bercy. Il devait faire ce qu'on appelle un quitus fiscal, qui permettait de savoir très exactement qui quittait la France, de savoir très exactement les impôts qu'il avait payés auparavant, et ça nous donnait une indication, c'était une déclaration qui nous permettait de savoir, voilà, il y a
quelques centaines d'exilés fiscaux et on savait très exactement ce chiffre-là. Mais non, parce que... Un phénomène qui n'est donc plus quantifiable pour les autorités françaises depuis 2008. Les derniers chiffres officiels pour cette année-là indiquent que 800 Français sont partis pour des raisons fiscales. En Belgique, Yann Gallu et son équipe sont maintenant reçus par des parlementaires, 2 députés socialistes. 2 heures d'échange où Français et Belges partagent ici le même point de vue, la même urgence, celle de tenter d'harmoniser la fiscalité au niveau européen. C'est-à-dire qu'il faut à la fois initier un processus de plus grande coopération entre les États pour lutter contre la concurrence fiscale entre eux, s'entraider, lutter contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, et puis il faut une harmonisation au niveau européen, et c'est là où il y a un retard qui est accusé par l'Europe. Mais problème, en Belgique, les socialistes partagent le pouvoir avec les libéraux de droite. Et ces partenaires ne veulent pas entendre parler de nouvelles législations fiscales dans leur pays. Le combat de Yann Gallu sera donc long et complexe. Il devrait faire des propositions en juin prochain. L'Europe fiscale n'est pas encore née. Alors, il paye la différence, s'il y a différence, que les choses soient claires. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Guillaume. Alors c'est un peu l'Arlésienne, ce nombre de Français partis à l'étranger depuis quelques mois. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'un jour on l'aura, ce chiffre ? Alors le ministère de l'économie, bien évidemment, planche là-dessus. C'est sans doute au cours de l'année, dans quelques mois, quand ils auront un peu analysé toutes les recettes fiscales, qu'ils s'apercevront si oui ou non il y a un trou et qu'il y a une fuite massive et inquiétante. Mais ça sera toujours aussi compliqué de savoir comment quantifier si c'est dû au départ, si c'est dû à de l'évasion fiscale, puisque la loi ne prévoit plus aujourd'hui qu'un Français qui s'exile pour des raisons fiscales prévienne Bercy. Donc il faut rester extrêmement prudent sur ce chiffre. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez les fiscalistes, les agents immobiliers, tous ceux qui ont intérêt, qui ont fait de l'exil fiscal leur profession, eux disent c'est massif, on a plein de demandes, donc il faut rester... Ça ne cesse de grossir. Ça ne cesse de grossir. Vous avez aussi les organisations patronales qui utilisent ce chiffre comme un enjeu de politique pour dire l'actuelle majorité matraque fiscalement les chefs d'entreprise et donc regardez, les forces vives quittent la France et c'est très inquiétant. Alors vous nous avez confié, Arnaud, lors de ce reportage, votre difficulté à trouver des candidats au départ qui veulent témoigner devant la caméra. Alors pourquoi ? Et est-ce que c'est un hasard que vous ayez trouvé 2 jeunes qui acceptent de témoigner justement ? Non, c'est pas un hasard parce qu'il y a vraiment 2 générations aujourd'hui d'exilés fiscaux. Il y a les nouveaux exilés fiscaux qui sont plus jeunes, qui sont actifs et eux, ils ne partent pas uniquement pour des raisons fiscales. C'est ce qu'explique très bien Sébastien. Ils partent pour un projet professionnel, c'est aussi un projet de vie. Et donc c'est beaucoup plus assumé, c'est moins caché. L'ancienne génération, celle qui a commencé à fuir la France à partir en gros de l'ISF il y a 25 ans, l'impôt sur la grande fortune, cette ancienne génération, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle partait pour clairement cacher un patrimoine, mettre à l'abri de l'argent, préparer une succession. Donc c'est beaucoup moins assumé. Et j'en ai eu au téléphone ces anciens exilés fiscaux. Mais ils ne voulaient pas témoigner. Non, eux clairement, ils me disaient quoi ? Ils me disaient, vous savez, nous, on n'a pas du tout intérêt à vous parler, à s'exposer, parce qu'on a très très peur du fisc français. Et c'est vrai que c'est extrêmement tendu en ce moment. Il y a une brigade à Bercy qui est chargée de surveiller ces exilés fiscaux, de voir si, oui ou non, ils restent effectivement dans les pays d'exil, en Belgique ou à Londres, et donc ils sont extrêmement prudents et leur dicton, c'est effectivement pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Merci Arnaud. De rien. Depuis le 11 janvier dernier, la France est en guerre au Mali. Stopper la menace terroriste, puis libérer le nord du pays, ce sont les mots choisis et les objectifs affichés par le gouvernement et le président de la République. En 3 semaines, militaires français et maliens ont repoussé les groupes islamistes armés à l'extrême nord du Mali. Depuis quelques jours, les djihadistes ont choisi de disparaître dans le désert et les montagnes. Mais de cette guerre, jusqu'à présent, très peu d'images. Alors, pour comprendre comment Paris conduit cette intervention, les équipes d'envoyés spéciales ont obtenu de vous raconter cette opération de l'intérieur. Durant 3 semaines, nous avons pu suivre le ministre de la Défense et sa chaîne de commandement jusqu'à Tombouctou. Nous avons décrypté cette communication si particulière en temps de crise jusqu'au bureau du président de la République. Un reportage signé Anouk Burel, Pierre-Jean Perrin, Alexandra Degnaud, Jean-Marc Nouknouk et Annie-Claude Becquet. Anouk Burel rejoindra Guylaine sur ce plateau. Dans une guerre, il y a des jours plus symboliques que d'autres pour ceux qui la font. Nous sommes au palais de l'Élysée, lundi dernier, le 28 janvier.
Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a rendez-vous avec le président pour un entretien privé. Il a le sourire. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Il a fini là. Il a fini. Ce matin, avant le Conseil de défense, il vient lui confirmer une nouvelle importante. La ville de Tombouctou est tombée, on a fait des parachutages cette nuit et les forces françaises et maliennes tiennent Tombouctou. Et vous venez lui annoncer? Je lui ai déjà prévenu ce matin, cette nuit. C'était à quelle heure dans la nuit? C'était vers 5 h. Vous l'avez appelé à 5 h du matin? Je l'ai appelé à 6 h, j'ai quand même respecté un peu de sommeil. Des nuits sans sommeil, ils ont dû en vivre quelques-unes depuis l'entrée en guerre de la France au Mali, il y a 3 semaines. Les deux hommes se connaissent bien, ils sont amis depuis 30 ans. Jean-Yves Le Drian fait partie du cercle fermé des hommes de confiance du président. C'est le mouvement, c'est la vitesse. Entre eux, pas de vouvoiement. La proximité est à la fois politique et personnelle. Très bien. Bon, bah, tu féliciteras aussi les militaires. Hein, donc, Oui, je trouve. La manœuvre était bonne. Malgré les... Oui. Et leur sourire à peine retenu devant la caméra ont du mal à cacher leur fierté à cet instant. Juste. C'est une bonne nouvelle. Oui, même si on sait qu'il y a des hommes qui risquent leur vie et que chaque ordre qui est donné est forcément une prise de responsabilité. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Maliens. La preuve, c'est qu'ils accueillent les forces du Mali, leur pays, mais aussi les forces françaises, avec enthousiasme et avec joie. Ce qui est quand même un bon résultat, d'être regardés comme des libérateurs. Merci. Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian s'y préparait depuis longtemps. Ministre de la guerre, comme on disait autrefois, c'est pourtant un rôle auquel il ne s'attendait pas. Depuis 3 semaines, il est en première ligne sur tous les fronts, le terrain, mais aussi la communication. À commencer par cette image d'un président dont il nous dit qu'il aurait revêtu le costume de chef de guerre. Il est très exigeant, il a raison. Il est très vigilant sur la mise en œuvre, il est très exigeant sur la manière dont on le fait. Il est dans son rôle, hein. C'est le chef des armées, il engage la France. Donc moi je suis un soldat dans ce dispositif. Un soldat qui devra assumer les victoires, mais aussi les échecs de cette opération. Alors pourquoi et comment le ministre a-t-il choisi de communiquer lui-même sur cette guerre? Que décide-t-il de dire ou de taire? Nous avons passé 3 semaines à Paris et au Mali dans les coulisses du pouvoir et des opérations militaires. Le jour n'est pas levé et la nuit a été courte. Nous sommes le jeudi 17 janvier. Je dois rentrer à l'accueil voir mon collègue. Nous avons rendez-vous à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense. Derrière ces murs se tient une réunion de guerre, la réunion Serval, du nom de l'opération. C'est ici que se déterminent secrètement les objectifs militaires, quasiment en temps réel, toutes les 5 heures. Nous sommes autorisés à filmer pendant quelques minutes. Autour de la table, il y a le directeur de cabinet du ministre, Cédric Lewandowski. Face à lui, le général Didier Castres, l'adjoint en charge des opérations sur le terrain. Il y a aussi des représentants des renseignements, des forces spéciales et tous les conseillers de cette opération. Nous y apprenons qu'ils suivent le moindre déplacement des véhicules ennemis. Passé depuis Gao vers Ansongo, puis vers Ménaka, c'est-à-dire la prise en compte par ces gens-là de la frontière nigérienne et d'éventuels mouvements nigériens dans la zone. Ils suivent aussi les chefs djihadistes à la trace. Pour des raisons de sécurité, nous avons caché leur nom dans la conversation. Les autorités, nous avons un petit peu retrouvé qui se balade autour de qui serait susceptible de redescendre plus au sud. Oui. Le ministre travaille dans le bureau d'à côté. Dans 5 minutes. Est-ce que je confirme bien qu'il y a les premières unités du Tchad qui sont arrivées au Niger? C'est ça, une centaine de combattants. Combien? Une compagnie, une centaine de Tchadiens qui sont arrivés. Ils sont arrivés hier soir? Oui. D'accord. Il va faire le point par téléphone avec le président dans 5 minutes.
Il nous est demandé de ne pas le déranger. Son directeur de cabinet va lui faire une synthèse de la réunion, notamment le point sur les combats de la veille. Ce matin, le ministre n'a qu'un bref instant à lui accorder. Je vais appeler mon collègue algérien dans peu de temps. 10 minutes. Ouais. Sur les combats de la nuit, donc essentiellement concentrés autour de Konna, on est très clairement confronté à une vraie résistance. Les combats ont duré jusqu'à peu près 22 heures hier soir. On déplore un mort malien. Ça, c'est au sud de Konna. Ça, c'est au sud de Konna. Ouais. Du côté de clairement, il y a un renforcement des troupes, hein, comme on l'a constaté hier, c'est-à-dire de descente de pick-up vers. Ils ont prévu de faire de une ville symbole, c'est évident. Au 6e jour des opérations, la prise d'otages en Algérie fait monter la tension. Qui permettra de riposter. On s'était mis dans l'idée d'attendre, d'anticiper des événements très graves. Donc ça fait des chocs à chaque fois. Et il faut les gérer dans le calme. Il faut rester très calme et serein. Même si c'est pas facile tout le temps, mais sinon on peut faire des bêtises. Mais la guerre n'est pas qu'une affaire de réunion au ministère. Toutes les options stratégiques définies ici doivent être validées par le président de la République. Ces options, c'est ici qu'elles ont été élaborées depuis des mois et qu'elles vont être appliquées dans les sous-sols de l'état-major des armées. Voici l'amiral Guillot, chef d'état-major des armées, conseiller du président. C'est lui qui dirige les opérations. C'est sa 4e guerre. Nous le suivons au centre de commandement Serval, une salle qui donne un aperçu global du conflit au Mali. Ici, c'est la guerre, en direct. Ici, vous avez le drone, absolument, en temps réel, à l'instant. C'est vraiment ce qu'il voit, il est en altitude. Et par exemple, pour l'assaut sur Gao, de nuit, ou sur Tombouctou, c'était là qu'on avait les images absolument en direct. Une trentaine de militaires, mais aussi des hommes des renseignements et des forces spéciales, travaillent ici jour et nuit depuis 3 semaines. Les conflits modernes, nous disent-ils, ne connaissent pas de répit. Ils disposent également des images des frappes aériennes françaises, car c'est l'aviation et les forces spéciales qui font la guerre en première ligne dans ce conflit. Je vais vous montrer une vidéo de ce que nous avons fait il y a 2 jours, qui est sur la route de l'aéroport de Tombouctou. Il y a une caserne, hein, vous regardez l'écran, vous avez la mire un peu qu'a le pilote. Hein, et on va bombarder cette caserne parce qu'on sait qu'elle est utilisée par les gens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique comme centre de commandement. Et est-ce que vous avez aussi des images des combats des forces spéciales ? Non, nous n'avons pas d'image des combats de force spéciale. Alors là, pour le coup, on n'en a pas. Je peux même pas vous dire que je refuse de vous les donner, mais nous n'en avons pas. Ces hommes restent en contact permanent avec les généraux chargés des opérations au Mali. Capitaine de vaisseau. Respect, mon général. Voilà, je vous appelle pour faire un petit point de situation. À l'autre bout du fil, le général français qui dirige les opérations sur le terrain. Depuis 1 semaine, nous suivons l'avancée d'une partie de ses troupes sur le théâtre des opérations, comme disent les militaires. Nous avons embarqué dans une colonne de ravitaillement vers une destination inconnue. À sa tête, un colonel dont nous devons taire le nom. Ce soir-là, il reçoit un ordre précis qu'il ne nous dit pas, l'ordre de monter sur Tombouctou. C'était il y a 1 semaine. Seul dans la confidence, alors, une poignée d'officiers présents à cette réunion. Ok, d'accord, ça marche. Elle va durer 6 heures. Nous sommes autorisés à les filmer pendant quelques minutes à peine. Mais bien sûr, devant la caméra, les cartes opérationnelles sont repliées, les ordinateurs bloqués. Il ne reste qu'une carte routière sur la table. Les terroristes sont descendus jusqu'à cette ligne. Là, c'est à ce moment-là que la France est intervenue.
On est arrivé sur Bamako et rapidement on a pu se déployer pour monter jusqu'à Diabali et reprendre Diabali. Donc maintenant il vous reste une zone assez vaste à reconquérir, comme vous disiez. Il reste au Mali à reconquérir cette zone, effectivement. Et c'est à lui de reconquérir sa souveraineté. Nous sommes là pour les aider et leur apporter notre aide là où ils n'ont pas nécessairement les compétences. Et je pense notamment à tout ce qui est frappe aérienne. D'accord. Et terrestre Et terrestre. En déploiement terrestre. En déploiement terrestre, on a des capacités de feu qu'eux n'ont plus. Et c'est pour ça qu'on les accompagne. Les autres hommes ne connaissent pas la destination finale. Ils ne sont briefés que sur l'organisation du convoi, avec une consigne, restez groupés. Gardez bien les véhicules devant vous en visu, parce que hier il y a des mecs qui ont pris 300, 400, 500 mètres. On s'est retrouvé avec un convoi étalé sur je sais pas combien. Faites bien vos niveaux quand même avant de vous barrer. Niveau de flotte surtout, on ne soit pas comme des cons sur la route à cause de ça. Et après à disposition de l'adjudant-chef pour l'articulation de la rame. Ok ? En quelques semaines, la France a envoyé au Mali autant d'hommes qu'en 10 ans en Afghanistan. Un déploiement rapide, il y a 3500 soldats français à ce jour sur le terrain. Mais ici, il faut faire avec le désert malien. Les camions de ravitaillement avec les tonnes de rations, de munitions et de carburant, sans sable parfois sur la piste. Alors à nouveau, il faut des consignes. Ne donnez pas de grands coups de volant. Vous restez le plus droit possible, sans perte de vitesse. Si vous sentez que votre camion commence à partir, s'il saute une fois, 2 fois, vous arrêtez. Marche arrière. D'accord ? En marche arrière, si ça marche pas, vous arrêtez. Sinon, et dernière question, vous avez bien dégonflé vos pneus ? C'est bon ? Ok, ça marche. Allez au véhicule, on y va. Pour rattraper le retard, les soldats vont devoir dormir très peu. Ils ne connaissent toujours pas leur destination, ne savent pas qu'ils ont 1000 kilomètres à faire. Et c'est à l'arrière de ce convoi que nous sommes positionnés avec d'autres journalistes pour des questions de sécurité. Mais ce que nous n'avions pas encore vu, c'est qu'en tête de ce convoi, devant les Français, il y a une unité malienne. Ce sont eux qui vont entrer en premier dans les villes. Et à cet endroit, une nouvelle unité malienne rejoint à son tour la colonne française. Super ce qu'on a vu aujourd'hui. Certains de ces soldats avaient fui devant l'avancée des djihadistes. Nouveau briefing commun. Les Français tiennent à ce que les Maliens libèrent officiellement les villes et fassent ce qu'ils appellent le fouillage. C'est vous qui rentrez dans les villes en premier ? Oui, nous sommes rentrés en ville en premier. Et on a fait le fouillage. Combien de personnes sont rentrées en ville ? Combien de personnes de l'armée malienne ? Non, bon, ça c'est tout à fait secret. Pourquoi, mais non ? Non, parce que nous les militaires, il y a certaines choses, il ne faut pas le dire publiquement. Vous étiez une quarantaine ? Bon, un point d'interrogation. C'est seulement ici que nous comprenons que l'objectif de cette colonne de soldats, c'est la prise de Tombouctou. Tu viens avec moi ? Oui, on va. Ok. Je te lance le top départ sur le motor là. Ok, tout de suite. Ouais. En fait, des parachutistes ont été envoyés, soutenus par des blindés. Les hélicoptères ont vérifié l'absence de mouvements suspects et le feu vert a été donné. Vous allez à Tombouctou ? Oui. Ah, on est ensemble. Ouais. Comment les autorités relayent-elles ces informations ? Communiquer, sans trop en dire, c'est l'exercice périlleux d'un ministre en temps de guerre. Que faut-il dire et que faut-il taire ? Depuis 3 semaines, Jean-Yves Le Drian force un peu sa nature. C'est un homme politique discret, peu connu des Français. Sauf en Bretagne, à Lorient, sa ville natale, il y a fait toute sa carrière politique. Je vais préparer les affaires. Ah bah là, mon portable, je l'ai, monsieur. Ah. De passage dans la région, il ne manque pas les vœux de son ami le maire de Lorient.
Et ici, les gens ne sont pas avares de commentaires. Salut toi. Mon petit Jean-Yves, ça va? Bonne année. Merci. Bonne année. Merci à toi. Mais je te vois tous les jours à la télé. On te voit tous les jours à la télé. Hein? J'espère que ça va pas durer. En même temps, j'ai quand même quelques inquiétudes sur la durée. Hein. On va voir. Ça serait bien aussi que quelques Européens nous rejoignent. Hein? C'est en bonne voie? Ouais. Mais même ici, pas de confidence. Juste une image, celle où il reprend son souffle avec une cigarette, loin de ses communicants. Ça se passe bien là? C'est un dur combat, mais ça va. Ça va. À l'heure actuelle, ça va. Okay. Et ça vous fait du bien de prendre un peu l'air breton pendant cette crise malienne? Oui, ça régénère un peu les... Je n'ai pas encore eu le temps de m'en rendre compte parce que je viens d'arriver, mais ça va faire du bien de passer une soirée ici. Les événements lui laisseront peu de répit. Dans la soirée, il va s'isoler plusieurs fois pour des appels confidentiels, à son directeur de cabinet, à Laurent Fabius. Il ne nous le dira pas, mais un otage français est mort en Algérie. Le lendemain matin, nous le retrouvons en bord de mer dans son café favori. Une semaine après le début des frappes aériennes françaises, il n'y a toujours aucune image de la guerre au Mali dans la presse du matin. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va bien? Bonjour messieurs, dames. Je vais prendre un petit café. Oui, une dame. Oui, il y a une table. Sur le terrain, les journalistes sont tous retenus à l'arrière. Il leur est interdit d'avancer, les routes sont barrées par l'armée. Et le ministre revendique cette façon de faire. On manque quand même d'images de cette guerre. On ne va pas faire exprès des carnages pour satisfaire la télévision. Évidemment, c'est parce qu'on... non, il faut être très lucide. C'est pas le Game Boy, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne joue pas à la guerre comme ça pour montrer aux gens en permanence, je tape ici, je tape là, c'est pas ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Donc il y a des précautions majeures à prendre. La preuve, la situation algérienne. Donc nous sommes très précautionneux, y compris des conditions de fonctionnement des journalistes. Ça peut être... tout est possible. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont mécontents de ne pas pouvoir aller au front. Eh oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, qu'ils continuent à être mécontents. Parce que je préfère qu'ils soient mécontents de ne pas pouvoir aller au front plutôt que leur famille soit mécontente quand ils seront enlevés. Parce que c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Merci beaucoup. Bon, à la prochaine. Hein. Oui, avec plaisir toujours. Bon, salut au chef. Hein. Mais les autorités françaises vont donner une image de la guerre, la leur. Elles nous fourniront les premières vidéos officielles des frappes aériennes 2 semaines après le début du conflit, le 24 janvier. 2 images. Objectif, montrer la précision et la puissance de l'armée. Le même jour, des photos des renseignements occidentaux filtrent dans la presse. On y voit un groupe lourdement armé sur un pick-up, des chars ennemis vus par satellite, et un combattant avec un missile solaire. Une façon de prouver que cet adversaire que l'on ne voit jamais est bien réel et dangereux. Mais que peut-on voir de cette guerre sur le terrain? Ce sont souvent les mêmes scènes de liesse, ici à 200 km de Tombouctou. Les habitants acclament les pick-up des journalistes, car les blindés français sont passés depuis longtemps sans s'arrêter. Et le seul militaire que les habitants peuvent fêter, c'est l'officier qui accompagne la presse. Ça, c'est souvent une France-Mali. Bon accueil. Voilà, vers là. Ça vous touche? Allez. Oui, avec tous les drapeaux français, c'est sûr. C'est sûr que c'est agréable de se recevoir comme ça. La foule efface les slogans laissés par les djihadistes. Ce sont d'ailleurs les habitants, plus que les militaires, qui constituent notre principale source d'information sur les combats. Ou plutôt sur l'absence de combats au sol lorsque les soldats maliens sont entrés, comme dans cette ville, Lieré. Ils avaient l'air d'être inquiets, très... Bon, ils n'avaient aucune inquiétude. Parce qu'ils ont trouvé que la ville est vide. C'est ça. Mais les gens sont tous partis. Est-ce qu'il y a eu des frappes aériennes? Les camps de garde. Le camp. Qu'est-ce que c'est ce camp?
Les camps de garde pour les gardes maliens, c'est leur coin, quoi. Un camp militaire. Ce sont les frappes aériennes qui ont provoqué la fuite des djihadistes. Y a-t-il eu des victimes? Impossible de le savoir ou d'avoir un bilan. Le risque maintenant, ce sont les règlements de compte envers les sympathisants des djihadistes. Y a-t-il déjà eu des exactions entre Maliens? Ce jour-là, les soldats nous disent que c'est faux et pour le prouver, ils exhibent devant nous un prisonnier. C'est le seul que nous verrons en une semaine depuis Bamako jusqu'à l'approche de Tombouctou. C'est un homme âgé accusé d'être un policier chargé d'appliquer la charia quand les djihadistes occupaient la ville. C'est notre unité qui a trouvé ce monsieur à Léry hier vers 11h quand on est rentré là-bas. Et comment vous savez que ce monsieur appliquait la charia? Parce qu'on lui a retrouvé avec des munitions, des armements, et ça c'est la tenue qu'il porte là-bas. Parce qu'ils se font les applicateurs de la loi là-bas, donc ils se mettent en uniforme. Ça c'est leur uniforme comme ça, on l'a pris comme ça. C'est pas vrai? C'est pas moi. Les enfants nous ont confirmé que c'est vous qui étiez le fouetteur. Ça c'est qu'il a veut dire, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce monsieur? On va l'envoyer à Bamako, puis on va lui remettre à la justice. Qu'est-ce que vous pensez des rumeurs d'exactions qui pèsent sur l'armée? Non, nous on ne fait pas l'exécution. Ce n'est pas de notre devoir. On prend quelqu'un, tu es armé, tu n'as pas voulu laisser l'arme comme lui. C'est pour ça que vous nous le montrez aussi aujourd'hui, ce prisonnier? C'est pour que le monde entier puisse assister à ça. Mais le problème semble suffisamment pris au sérieux pour que le commandement français ait tenu à mettre les choses au clair. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Pour l'instant, on n'a pas assisté à ça, à l'exaction. Bon, je ne suis pas spécialement inquiet parce que j'ai donné, moi, personnellement, des consignes très strictes à l'ensemble de ma force et j'y ai associé aussi les forces maliennes qui travaillent avec moi. Et depuis que nous sommes ensemble, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. La seule ville où nous pourrons entrer avec les militaires sera Tombouctou. Avant d'investir la cité, le général qui commande l'opération Serval demande à un colonel malien d'effectuer des reconnaissances en ville. Les militaires craignent des voitures piégées et des tireurs isolés. Notre priorité, c'est déjà de dégager la piste et de savoir ce qui se passe en ville. Alors, et ensuite, on va sécuriser cette zone qui, pour l'instant, pour moi, est une zone d'insécurité. Absolument, voilà, donc je compte sur vous. Attention d'être toujours bien distinct et vu des troupes françaises. Puisque des hommes en pick-up avec de l'armement, ça peut être considéré comme de l'ennemi par tous les Français qui sont autour. Quoi. Ah bien, mon général. Voilà. Allez, c'est bon, vous êtes prêts? Oui, mon général. Allez, écoutez, moi je suis ici, le PC du GTA il est juste pas très loin. Et quand vous êtes prêts, et quand vous avez des échéances, vous me le dites et à ce moment-là on se refait un point entre nous. Quoi. Ah bien, mon général. On va aller rassembler. D'accord, rassemblez-les puis on se revoit tout à l'heure. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. En une semaine, jamais nous n'aurons vu un combat, une victime ou une présence ennemie dans ce qui nous est montré de cette guerre au Mali. Alors comment Jean-Yves Le Drian a-t-il parlé de cette guerre aux Français? Quels sont les mots qui ont été choisis? Nous avons pu assister à une réunion de préparation de la première conférence de presse du ministre, au tout début des opérations. Ce sont les dernières relectures avant le discours officiel. Et au moment où je vous parle, nous poursuivons les parrainages. Ok. Les forces maliennes sont sorties éprouver des combats. Nous sommes face à un... Ça va. Autour de la table, les conseillers du ministre. Ils pèsent le poids de chaque mot. Donc je décline tout ça. Vous pensez que oui. Ça va pas les emmerder? Bon. L'Union européenne est mobilisée. C'est un peu gonflé de ma part, mais... Non. Non, puisqu'il y a un conseil affaires étrangères qui va prendre des décisions. Oui, exact. Je vous rappelle que la donne a changé. Ouais. Voilà, c'est ça. L'agression caractérisée des terroristes. Les formules sont calibrées. Et lorsqu'il s'agit de nommer l'adversaire, les conseillers se montrent très prudents. Voilà. Ils n'emploient jamais le terme d'islamiste pour ne pas, disent-ils, stigmatiser et heurter les musulmans. Il faut être extrêmement vigilant sur l'emploi du terme qui est posé à tel ou tel moment, pour éviter qu'il y ait des interprétations qui ne sont pas justes. Par exemple, quel mot pourrait être mal interprété?
Par exemple, je dis régulièrement groupe de terroristes. Et je ne laisse pas le mot terroriste. Je dis groupe de terroristes, parce qu'on est en présence de 3 groupes terroristes bien organisés. Il faut qu'à chaque fois bien ciblé, bien identifié. Je donne cet exemple-là parce qu'il me vient à l'esprit tout de suite. Mais chaque mot, c'est pareil. Et c'est à la radio que nous allons voir comment le ministre applique ses conseils. Ce matin-là, selon un sondage, 75% des Français approuveraient l'intervention française au Mali. C'est le journaliste politique Jean-Michel Apathy qui reçoit le ministre. Vous avez des journées très particulières à manger une vie, c'est le que vous vivez? Oui. Ah oui. Curieux ça. D'abord, quand on a une vie politique, on n'est pas obligatoirement ministre de la Défense, et quand on est ministre de la Défense, on n'est pas obligatoirement en fait situation aussi difficile. L'interview va commencer. Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, ministre de la Guerre au Mali. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Peut-on me dire au 6e jour de la guerre que l'armée française mène au Mali que leurs adversaires, les islamistes radicaux, sont... Islamistes radicaux, voilà ce que dit le journaliste. Mais écoutez la réponse du ministre, il va rectifier l'expression. Il y avait une opération, une offensive forte de groupes terroristes vraiment déterminés à descendre sur Mopti. Le ministre tient la ligne définie avec ses conseillers. Sur Bamako, il fallait bloquer immédiatement. Merci de votre venue. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une ligne qui va pourtant varier au fil des jours et des événements. Nous le retrouvons le dimanche 20 janvier. Il est 18h. Le ministre a rendez-vous pour une longue interview politique en direct à la télévision. Nous sommes 9 jours après le début du conflit. Le bilan provisoire de la prise d'otages en Algérie est très lourd. Voilà, merci. Merci. Ce jour-là, le ministre ne fera plus de distinction entre les différents groupes armés du Mali. Écoutez son discours. Les terroristes qui, contre les Algériens, contre le Mali, contre nos forces en Somalie, à la limite en Afghanistan, c'est la même volonté. C'est le chantage pour imposer un ordre international autour de la djihad. Là où il faut taper net, c'est sur le fondamentalisme qui a pour vocation, qui se donne pour vocation de répandre la guerre sainte ailleurs. Un langage martial, décomplexé. La guerre contre le terrorisme, c'était le terme utilisé par l'administration de George Bush après le 11 septembre. Un terme banni par le président Obama et maintenant repris par les autorités françaises. Mais alors pourquoi vous dites guerre contre le terrorisme? Guerre contre le terrorisme, parce que le terrorisme mérite la guerre, et contre des groupes qui n'ont pour seul objectif que, là, dans l'immédiat, c'était de saboter, saborder l'État malien, et puis ensuite de prolonger leurs actions chez nous. Et on ne peut pas comparer ça à la guerre contre la terreur de George Bush. On n'est pas du tout dans la même logique. Il faut que je réponde parce que je crois que... Pas la même logique, mais un vocabulaire proche. Mais au ministère, ce jour-là, c'est l'avenir du conflit qui est en question. Sur quel soutien le Mali peut-il compter? Les forces africaines sont-elles prêtes à prendre le relais? C'est ok, c'est lui, c'est le ministre. Allô? Le ministre va faire le point avec son homologue sénégalais. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je voulais savoir si tout se déroulait bien de votre côté. D'abord, il y a les 250 bataillons de l'artillerie et du génie qui sont prêts à embarquer parce qu'on a donc fait la commande pour les véhicules. Vous êtes prêts à embarquer les 250? Oui, non, dès qu'on aura donc les munitions oui. et les équipements. D'accord.
En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est un soutien très, très significatif. Et je voulais aussi vous remercier des facilités que vous nous accordez à l'aéroport de Dakar pour nos mouvements aériens. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est vous qui avez fait un geste très important pour le Sénégal et très important pour l'Afrique. Les forces africaines se mobilisent, mais cela va prendre du temps. Quant à l'Europe, elle va assurer un soutien logistique. Aucun autre pays que la France n'enverra de soldats sur le front des opérations. Combien de temps la France restera-t-elle engagée au Mali? Et est-il seulement possible de traquer cet invisible ennemi sur un territoire grand comme la France et la Belgique? Au 21e jour du conflit, la guerre au Mali a fait officiellement un mort, un pilote de l'armée française. Impossible à ce jour d'avoir un bilan des victimes, qu'elles soient civiles, militaires ou djihadistes. Anouk, vous avez tourné à Paris quand Alexandra Degnaud et Jean-Marc Nouknouk étaient au Mali. Alors, première question, comment se fait-il que nous n'ayons pas aujourd'hui de bilan des victimes 3 semaines après le début du conflit? Le seul bilan officiel qu'on ait aujourd'hui, c'est le bilan du ministère de la Défense, donc des autorités françaises. Ce bilan de l'armée française fait état d'un mort, comme on le disait dans le reportage, qui est le chef de bataillon Damien Boiteux, qui était pilote d'hélicoptère et qui est mort au premier jour des combats. C'est le seul mort dans les rangs de l'armée française. En ce qui concerne l'armée malienne, nous n'avons que des estimations. On nous parle de dizaines de morts dans les rangs de l'armée malienne, sans plus de précision. Des soldats donc, qui seraient morts surtout dans la bataille de Konna. Qui a eu lieu le 10 janvier. Exactement. Et côté djihadistes? Du côté des djihadistes, évidemment, les djihadistes ne communiquent pas leur bilan. Les seules informations que l'on ait, ce sont les informations, encore une fois, des autorités françaises, qui parlent de plusieurs centaines de morts, à peu près 200 morts du côté djihadiste. Ce qui représente à peu près 10% de leurs effectifs estimés à 2000-2500. Voilà, encore une fois, ces chiffres ne sont pas très précis pour la simple et bonne raison que les autorités françaises estiment que la plupart des djihadistes sont morts à la suite des frappes aériennes et lorsque ils tapent une cible, ils bombardent une cible, une caserne ou un lieu quelconque, ils ne savent pas combien de personnes sont exactement à l'intérieur. Alors Anouk, vous avez pu tourner des images rares au ministère de la Défense et à l'état-major des armées. Le grand absent de cette chaîne de commandement, c'est l'Élysée. Alors ils n'ont pas souhaité apparaître dans ce reportage. Pourquoi ? On leur avait demandé, on aurait aimé effectivement faire cette crise malienne de l'intérieur, vue du ministère de la Défense et vue de l'Élysée. Et de l'état-major des armées. Évidemment. L'Élysée a refusé en nous expliquant qu'il ne souhaitait pas mettre en scène le président dans cet exercice difficile qui est la guerre. Donc c'est une manière de communiquer. Le fait de ne pas vouloir effectivement laisser entrer des caméras, en tout cas, ça n'a pas été possible. Les seules images que nous ayons de l'Élysée à l'intérieur de cette crise malienne, ce sont des photos officielles. Ils nous ont fourni 3 photos officielles de ce qu'on appelle le Conseil de défense, qui est le lieu de décision centrale de cette guerre. Et que l'on voit justement en ce moment. Tout à fait. Donc c'est le président, effectivement, qui prend les décisions. Qui est chef des armées. Et il y a dans ces réunions un personnage très important que nous n'avons pas pu filmer non plus, qui s'appelle le général Benoît Puga, qui est le chef d'état-major particulier du président. C'est-à-dire que c'est lui qui conseille le président sur les options à prendre pour ces opérations Les options qui sont militaires. Présentées par l'état-major des armées et le ministère de la Défense. Tout à fait. D'ailleurs, le chef d'état-major des armées, l'amiral Guillot, ainsi que le général Puga, donc qui conseille directement le président, étaient déjà présents sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc il y a une forme de continuité aussi dans l'exercice du pouvoir. Alors Anouk, la première phase de cette opération au Mali est terminée. Quelles sont les phases à venir maintenant ? La seconde phase, qui est en cours, est la phase de relais, ce que les autorités françaises appellent la phase de relais, c'est-à-dire qu'ils aimeraient passer le relais à la MISMA, c'est-à-dire la force africaine qui se mobilise donc pour aider l'armée malienne. Ça, c'est une phase en cours, ça va être assez long. Mais la prochaine étape qui est compliquée, ce sera d'aller chercher ces groupes djihadistes dans le nord du pays. J'en ai parlé avec l'amiral Guillot, donc le chef d'état-major des armées. Il me disait qu'effectivement, cette mission, cette phase de la mission, serait très complexe dans ce désert malien, puisqu'on peut tout à fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, se cacher derrière une dune. C'est assez compliqué comme terrain. Une sorte de mission impossible. Merci Anouk. Merci à vous.
Et maintenant, ce document rare. Durant 9 mois, la ville de Tombouctou, au nord du Mali, était devenue le symbole du pouvoir des groupes islamistes armés. Jusqu'en milieu de semaine dernière, les djihadistes y faisaient régner leurs lois, leur vision de l'islam, leur propre interprétation de la charia. Exécution, flagellation, destruction des symboles religieux comme ces mausolées édifiés il y a plusieurs siècles. Durant ces 9 mois, aucun journaliste n'a vraiment pu témoigner sur ce qui se passait à Tombouctou. Mais des images existent. Elles ont été filmées par un homme d'origine touareg qui travaille pour une agence de presse mauritanienne. Les séquences qu'il a filmées permettent de mieux comprendre qui étaient les nouveaux maîtres de Tombouctou, l'ennemi contre lequel se battent aujourd'hui militaires français et maliens. Un document signé Osman Ak Mohamed, Alexandra Degnaud, Jean-Marc Nouknouk et Hugo Plagnard avec Nils Montel. Hugo Plagnard retrouvera Guylaine sur ce plateau. La délivrance est venue il y a 3 jours. À l'entrée de Tombouctou, la foule célèbre ces soldats maliens et français vainqueurs sans avoir tiré le moindre coup de feu. Les combattants islamistes, qui étaient les maîtres de Tombouctou, n'ont pas défendu cette ville. Tombouctou, ils en avaient pourtant fait leur laboratoire pendant près de 10 mois. Au même endroit, 2 mois plus tôt, les groupes islamistes paradaient encore aux portes de la ville. Plantés sur leur pick-up, une forêt de kalachnikov et un étendard noir, celui du djihad. Ces soldats d'un islam radical appartiennent au mouvement Ansar-Din, les défenseurs de la foi. Au bord de la route, un homme en blanc salue le convoi. Il ressemble fort au chef de cette milice islamique. Iyad Agrali, leader historique de la lutte d'indépendance des Touaregs, est désormais l'allié de terroristes qui se réclament de Ben Laden. D'ordinaire, lui et ses combattants fuient les caméras des journalistes, mais pas cette fois. Cette parade a un message: montrer leur force. Les images que vous allez voir sont rares. Elles ont été filmées par l'homme dont l'ombre se dessine sur le sol. Il s'appelle Ousmane, il travaille pour une agence de presse mauritanienne. C'est la première fois qu'il tient une caméra en zone de guerre. Mais il a un avantage pour approcher ces djihadistes. Ousmane, que l'on voit à droite de cette image en tunique orange, est né dans la région et il est d'origine touareg, comme la plupart des combattants d'Ansar-Din. Quel message ces islamistes ont-ils voulu faire passer à travers sa caméra? Que lui ont-ils vraiment laissé filmer? Et qui étaient ces hommes? Voilà à quoi ressemblait Tombouctou, perle du désert, sous le règne de leur charia. Pendant 9 mois, la caméra d'Ousmane a suivi l'un de ses nouveaux maîtres de Tombouctou. Son nom de guerre est Abou Tourab, il a 35 ans. Abou Tourab est touareg et originaire de Tombouctou. Selon Ousmane, il enseignait la langue arabe avant de faire le choix des armes et de l'islam radical. Assieds-toi convenablement et ne touche pas le Coran avec tes pieds. Pendant l'occupation de la ville, Abou Tourab a dirigé la police islamique, reconnaissable à cet uniforme bleu sur lequel se croisent un sabre et une kalachnikov. Le caméraman a pu suivre leur travail au quotidien. Un travail parfois violent, d'éradication de ces comportements qu'ils jugent contraires à leur conception de l'islam. C'est ce qu'expliquaient ces panneaux de signalisation installés par Abou Tourab et ses hommes, où l'on pouvait lire: La ville de Tombouctou est fondée sur l'islam et elle ne sera jugée que par la législation islamique, la charia. Cigarettes, musique, alcool étaient interdits sous peine d'être battus. Les visages sur les publicités ont été effacés. Ceux des femmes devaient être obligatoirement cernés de voile. Et gare à celles et ceux qui ne respectaient pas la loi que devait faire appliquer la police islamique. Ce jour-là, près de la cité historique, Abou Tourab allait demander à la population de se rassembler. La grande place est alors quadrillée par des pick-up lourdement armés. La justice des islamistes doit livrer à la foule ses premiers suppliciés. La loi d'Allah a été bloquée pendant 200 ans par les forces laïques dans le Mali, notre pays. Dans ce fourgon blanc, les 2 jeunes condamnés. Un couple de jeunes gens qui se sont aimés sans être mariés, ils sont donc condamnés pour adultère.
L'adultère est un grand péché contre lequel Allah nous a mis en garde. Allah a dit qu'il ne faut jamais commettre ce péché, qui est l'une des plus grandes déviances. Celui qui prend ce chemin déviant est dangereux et puni de 100 coups de fouet. Abou Tourab se charge lui-même d'infliger les premiers coups à l'aide d'une corde. Après lui, 3 hommes se relaient. Vas-y plus fort. Arrête! Arrête! Ne l'écoute pas, continue. Puis, c'est le tour du jeune homme. 100 coups de corde pour lui aussi. Au 100e, les islamistes ont le sentiment du devoir accompli. Face aux miliciens et leurs kalachnikovs, la foule s'est dispersée sans rien manifester. Le message est clair, la police islamique allait désormais traquer les mauvaises pratiques jusque dans le lit des habitants. Aujourd'hui, Tombouctou a été libérée des islamistes. Mais Saleka, elle, ne l'est pas de ses cauchemars. Saleka a été condamnée pour adultère et battue de 95 coups de bâton en place publique. Depuis, elle porte le voile, moins par conviction religieuse que pour se protéger du regard des autres. J'ai eu honte à ce moment-là d'être frappée devant tout le monde. J'aurais préféré mourir plutôt que de subir cette honte. Je ne pourrai jamais oublier ça. Quand je sors aujourd'hui de chez moi, j'ai honte. Sur son corps, les islamistes lui ont laissé les marques de leur violence. Dans sa tête, c'est la peur qu'ils ont gravée. La ville est libérée, mais je n'ai pas confiance. Je suis sûre et certaine qu'il y en a encore qui sont cachés dans la ville. Je ne sais pas où, mais j'en suis sûre. Saleka attend maintenant que l'armée malienne traque ses agresseurs, des islamistes qui n'étaient pas tous originaires du Mali. Pour les aider à imposer leur vision radicale de l'islam, les Touaregs d'Ansardine pouvaient compter sur leurs alliés venus de l'étranger. Au détour d'une rue de Tombouctou, Ousmane a assisté au prêche de cet homme encadré par la police islamique. Pourquoi aller chercher d'autres références qu'Allah pour régler vos différends? Je vous le demande, vous ne voulez pas que le Coran soit l'arbitre entre vous? Pour faire passer son discours, l'homme qui parle arabe a besoin d'un interprète. C'est vrai que vous étiez musulman, mais à cause de l'influence des chrétiens, vous avez oublié votre religion. Nous venons vous éclairer. Traduit. Son accent laisse penser qu'il est libyen. Face à lui, les habitants tentent de lui faire comprendre leur incompréhension. Vous obligez les femmes à porter le voile. Mais pour les familles pauvres, elles sont obligées de prendre des crédits pour s'en acheter. Il est hors de question de pardonner aux femmes d'ici qui ne sont pas habillées convenablement. Il n'y a qu'un macro pour accepter que sa femme dévoile son corps. En tant que musulman, vous êtes tenu d'appliquer les préceptes du Coran. Comment pouvez-vous tolérer de laisser sortir vos femmes comme ça, déshabillées dans la rue? Et si quelqu'un trouve quelque chose par terre et se l'approprie, comme une bague par exemple, on lui coupera la main. À quel groupe de djihadistes appartient ce prêcheur? Impossible de le dire. Si tu trouves un voleur, dis-le nous. Mais au cours de son tournage à Tombouctou, la caméra d'Ousmane va filmer d'autres combattants étrangers. Et notamment un des leaders d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces images ont été filmées dans une des mosquées de la ville en août dernier. Allah donne la gloire à qui il veut. Il humilie qui il veut. Le prêcheur s'appelle Abdallah Al-Shingeti. Il vient du pays voisin, il est mauritanien. C'est le porte-parole d'AQMI qui détient actuellement 6 otages français dans la région. Chers frères, vous devez aider les gens. Vous devez ordonner le bien, lutter contre les pratiques déviationnistes. Ne craignez qu'Allah. Quand il y a la prière, il faut dorénavant que les magasins ferment et que les commerçants viennent prier. Vous devez tous pratiquer la prière et ordonner cette pratique à vos enfants. À Tombouctou, les djihadistes ont imposé leur prêche dans les mosquées, mais pas seulement. Ils ont aussi fermé le tribunal, chassé ses juges et installé le leur dans un hôtel autrefois très prisé par les touristes. Ce jour-là, Abou Tourab, le chef de la police islamique, ne s'occupe pas d'une affaire de mœurs, mais de contentieux commerciaux. Ses biens lui reviennent et il paye son crédit en fonction de ses biens. Devant la caméra d'Ousmane,
La cour délibère pour trancher plusieurs affaires, dont un problème entre deux hommes qui s'étaient entendus pour faire affaire. Mais le vendeur a décidé d'annuler la transaction. Mais quand l'acheteur ne veut plus acheter, est-ce qu'il en a le droit? Est-ce que le vendeur doit rembourser l'argent de l'avance? Pour décider, les juges ont devant eux des livres de théologie et non des livres de droit commercial. Mais plus étonnant encore, ils vont piocher leur information dans une curieuse jurisprudence. Sur cet écran d'ordinateur, le texte est tiré d'une page internet qui précise: Ces réponses sont celles des usagers de ce forum et ne sont pas sourcées sur le site officiel de notre librairie. Une contribution d'un internaute semble particulièrement intéresser les juges. Est-ce que celui qui a fait un vœu peut transférer ce vœu? Est-ce qu'il ira en enfer ou pas? Nous attendons vos conseils et Dieu vous récompensera pour votre réponse. Ces sources, glanées sur Internet, vont-elles éclairer les juges de Tombouctou? Abou Tourab et ses collègues ne semblent pas en douter. Nous devons être justes et annoncer les verdicts qui conviennent. Les habitants nous sollicitent beaucoup car ils ont vu l'esprit de justice qui nous anime. Ousmane, le caméraman, n'a pas assisté à l'énoncé du verdict. Il n'a pu nous dire à qui, du vendeur ou de l'acheteur, les juges ont décidé de donner raison. Au lendemain de la libération de la ville, le tribunal islamique a des allures de maison fantôme. Ibrahim vit juste en face. Il travaillait à la blanchisserie de l'hôtel et craint que le bâtiment ne soit miné. Ici aussi, c'est une chambre. Ah, moi, j'ai peur. Abou Tourab et les juges n'ont rien laissé derrière eux, si ce n'est ce Coran, posé sur le bar. Arabe-français, tradition française. De sa fenêtre, Ibrahim a été le témoin involontaire de cette justice qu'il condamne aujourd'hui. Ma maison, c'est là. Son verdict est sans appel. Ils laissent la loi islamique pour leur propre intérêt. Nous sommes des musulmans, notre pays est laïque, notre constitution ne nous permet pas ça. Vraiment, nous ne sommes pas pour l'islamisme. Ibrahim n'a jamais eu confiance dans cette justice rendue au nom de Dieu. À travers la caméra d'Ousmane, les islamistes ont pourtant essayé de communiquer sur leur totale impartialité. Ce jour-là d'octobre, leur pick-up s'était rassemblé pour surveiller un public venu nombreux. Le tribunal islamique venait de prononcer une condamnation à mort. Le coupable, un des djihadistes du groupe Ansar Eddin, a tué un des habitants de la région. La famille a refusé de pardonner le meurtrier. Elle a donc exigé l'application de la loi du talion telle qu'elle est prévue par la charia. Nous allons aujourd'hui exécuter sa volonté. Le message adressé à la population est clair. Les djihadistes ne font aucune exception dans leur application de la loi coranique. Pas même pour un des leurs. Le milicien condamné à mort est un homme à peau claire, un Touareg. Sa victime, elle, avait la peau noire. Sa famille est là pour assister à l'exécution. Je ressens toujours la mort de mon fils. L'exécution du meurtrier n'y changera rien. Est-ce que vous auriez accepté d'être dédommagé par la famille du meurtrier? Je n'aurais pas voulu de tout l'or du monde. Derrière un pick-up, le condamné fait une dernière prière. Il sera exécuté d'une balle dans le cœur, quelques minutes plus tard. Pour construire cette nouvelle société, Abou Tourab et ses hommes se sont acharnés à détruire chaque empreinte de l'islam pratiquée jusqu'alors à Tombouctou, comme la porte de cette mosquée. Dieu est grand, et maintenant on l'attend la fin du monde. Derrière elle dormait une légende vieille de plusieurs siècles. Cette légende disait que si on ouvrait cette porte, ce serait la fin du monde. Nous sommes chargés de combattre les superstitions. C'est pourquoi nous avons décidé d'arracher cette porte. Délaissant leur kalachnikov pour des pioches et des barres de fer, les hommes d'Abou Tourab se sont attaqués au symbole de Tombouctou, la ville aux 333 saints, et à leur mausolée. Était-ce une réponse à l'Occident et à l'UNESCO qui venait de classer ces monuments sur sa liste du patrimoine mondial en péril?
Cette scène était-elle censée rappeler celle des talibans détruisant les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan? Ces images feront en tout cas le tour du monde. Ce que nous venons de faire pour cette tombe s'inscrit dans notre lutte contre les pratiques déviantes dans les rues et les entreprises. La destruction des coupoles et des mausolées construits sur les tombes correspond aux ordres de notre prophète qui avait ordonné de faire la même chose en son temps. Selon lui, la charia interdirait de construire une tombe qui dépasse la hauteur d'une main. Ousmane, le caméraman, a pu interroger 2 habitants témoins de la scène. Dans leur réponse, un peu de surprise et beaucoup de prudence. Ce qu'ils ont fait sur les tombes, les gens de Tombouctou ne comprennent pas. Et puis on a été surpris. Personne ne nous a expliqué qu'ils allaient faire ça. Comme on dit qu'ils sont en train de casser, je suis venu voir. Moi, je suis né ici, j'ai 40 et quelques ans, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un problème par rapport à ces tombes-là. Ces images ont montré au monde entier qu'ils étaient bien les maîtres de Tombouctou. La destruction des mausolées provoquera une cascade de protestations officielles. Mais pas dans la ville. Les miliciens avaient les armes pour eux. Les armes, voilà une des limites du tournage réalisé par Ousmane. Les djihadistes ne répondront jamais aux questions sur leur nombre et l'origine de leurs troupes. Sa caméra ne pénétrera jamais dans les casernes où se cachait sans doute une partie de leur matériel le plus moderne. Insister pour obtenir ces images, c'était courir un très gros risque selon le caméraman, celui de passer pour un espion. Avant l'arrivée des djihadistes, Dabi était guide touristique. Aujourd'hui au chômage, il doute que la ville se remette un jour de leur passage. 10 mois d'occupation qui ont transformé certains trésors de Tombouctou en champs de ruines. Voilà tout ce qui reste des mausolées des saints. On se sent touché, on se sent blessé. Reconstruire, Dabi n'y croit qu'à moitié. Et aujourd'hui, la richesse même de Tombouctou est basée sur le tourisme. Ce n'est pas seulement un symbole culturel ou religieux qui a été détruit. Dabi le sait bien. La menace terroriste risque de planer longtemps sur Tombouctou, retardant encore le retour des touristes. En attendant, dans le centre-ville, l'ivresse de la libération semble gagner tout le monde. Les stocks d'alcool, cachés pendant 10 mois, regarnissent les frigos des bars, les fameux maquis. La vie va reprendre bientôt, c'est nous l'État. Même pour les bières? Pour tout. Pour la bière, la cigarette, les maquis, pour tout. Ces images ont été filmées il y a 2 jours. La musique et la danse venaient de faire leur retour dans les maisons de Tombouctou, la perle du désert. Hugo, le journaliste qui a tourné les images à Tombouctou lorsque la ville était aux mains des groupes djihadistes, il s'appelle Ousmane Ag Mohamed. Vous l'avez rencontré, vous l'avez posé des questions. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de plus sur ces conditions de tournage? Alors, je l'ai rencontré en début de semaine. J'ai passé toute la journée avec lui, déjà pour m'y retrouver dans ses rushs, dans toutes ces heures de tournage qu'il a fait tout seul à Tombouctou. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a décrit, c'est un tournage sous une liberté très relative. C'est-à-dire qu'il était sous surveillance, il était accompagné. Tout le temps. Pratiquement tout le temps. Ses demandes de tournage étaient donc étudiées pendant des jours et des jours. Il pouvait passer des jours à attendre une autorisation de tournage, même pour des choses assez banales. Donc tout ça a été très encadré, très cadré par les islamistes. Et puis dans le questionnement, il était aussi très limité parce que ces chefs djihadistes ont tendance à répondre parfois avec des versets du Coran, en citant le Coran. Et là, dans ces cas-là, il n'y a absolument aucune contradiction possible, aucune relance possible. C'est considéré comme sacrilège, comme un péché. En tout cas, c'est ce que m'a décrit Ousmane. Donc c'était prendre un risque de confronter d'autres idées à celles qu'ils avançaient en citant le Coran. Alors est-ce qu'un journaliste occidental aurait pu faire ce qu'il a fait là? C'est une question que j'ai évidemment posée à Ousmane. Elle l'a beaucoup fait sourire et il m'a évidemment dit que c'était à mes risques et périls. Alors les risques, on les connaît, c'est celui d'être pris en otage, puisqu'il y a actuellement 7 Français qui sont retenus en otage par AQMI et le MUJAO dans cette région-là. Et donc le risque, c'était ça. Alors c'est un risque qui nous contraint à cette solution de racheter ces images, de les exploiter, de les disséquer, de tout ce qu'on a fait avec de les décrypter.
et de les décrypter. Et grâce au travail d'Alexandra et de Jean-Marc Nouknouk, qui sont actuellement à Tombouctou, c'est aussi un travail de vérification sur le terrain et de contre-champ qu'on a pu faire dans ce reportage. Alors ces groupes djihadistes, est-ce qu'ils se sont exprimés depuis le début du conflit au Mali et par quel canal est-ce qu'ils passent lorsqu'ils veulent prendre la parole? Alors évidemment, ils ont beaucoup moins communiqué. Il faut croire que les frappes françaises et l'offensive qui est menée contre eux perturbent leur communication. Leur communication, traditionnellement, c'est Internet, c'est des films institutionnels, des films de propagande très bien faits. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, dispose même de sa filiale audiovisuelle qui s'appelle Al-Andalus et qui sigle la plupart de leurs films institutionnels. Films de propagande des films de propagande, effectivement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces films? Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, l'expérimentation qui a eu lieu à Gao, à Tombouctou, dans toutes ces villes du Nord Mali qui ont été occupées pendant 10 mois, elle a été mise à profit par les djihadistes. Ils ont filmé ce qu'ils ont fait là-bas, ils ont filmé ces flagellations, ils ont filmé ces mains coupées, et ils se sont servis de tout ce matériel pour faire leur film institutionnel, pour montrer à quoi ressemble la vie avec eux au pouvoir. Donc en ce moment, ça tourne sur Internet, c'est évidemment des images trop dures pour être diffusées dans cette émission. Merci Hugo. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Avant de nous retrouver la semaine prochaine, vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur notre site internet france2.fr. Vous pouvez dialoguer avec nous, nous faire partager vos remarques et vos commentaires et revoir aussi certains de nos reportages si vous le souhaitez. Et ce soir, envoyé spécial, nous pensons tous, bien sûr, à Delphine Paric-Miller, journaliste, rédactrice et reporter d'images qui nous a quittés samedi dernier. Elle avait signé plusieurs enquêtes pour notre émission. Elle était sur notre plateau il y a encore quelques mois. Nous pensons à son compagnon, sa fille, sa famille, ses amis. C'était une grande dame. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine Envoyé spécial. Nous vous proposerons un reportage sur un phénomène qui prend de l'ampleur en France, le financement participatif via Internet. Et pour quelques euros, vous êtes de plus en plus nombreux à financer des projets, de la sortie d'un disque à la création d'une entreprise. Tout de suite, c'est Complément d'enquête avec Benoît Duquesne. Très bonne fin de soirée sur France 2.